Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On va commencer donc le webinaire. On attend simplement que Dr Delso et Madame Goumard finissent de s'installer et puis on va commencer rapidement le webinaire. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Peut-être dans le commentaire. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez bien? Parfait, super. Merci beaucoup. Je suis désolée, je ne sais pas si vous nous entendez, on n'entend toujours rien. Alors, nous, on vous entend. Je vais donc commencer la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde voit mon écran? Ok. Alors, du coup, je vous remercie voilà, d'avoir répondu présent à cette invitation et à ce webinaire présenté par la MDPH Paris, et donc qui va concerner essentiellement donc, on cherche, on se dépêche, je suis désolée. concernant la micro-scie. Alors, juste, je vais du coup désactiver. Donc, je vais rapidement. Alors, hop. Donc déjà tout d'abord remercier le docteur Delso et Madame Goumard d'avoir accepté de faire cette présentation. Et je remercie également la MDPH Paris d'avoir accepté ce partenariat avec la Fédération française. Donc voilà, un grand merci à eux. Donc, on va vous présenter ce webinaire en 4 parties. Donc, rapidement, je vais vous rappeler en quoi consiste la fédération. Ensuite, je laisserai la parole à la MDPH pour tout ce qui concerne les prises en charge dans le cadre de la micro-scie. Ensuite, on aura une partie questions-réponses à l'issue de cette présentation et j'aurai un questionnaire de satisfaction à vous faire compléter et je vous ai mis le lien dans les commentaires. Voilà. Alors rapidement, la Fédération française de l'atrésie micro-scie a été créée en 2021 par des parents bénévoles, donc des parents d'enfants atteints d'atrésie ou de micro-scie de l'oreille. La Fédé a été reconnue d'intérêt général en 2022 et, euh, et on est tous donc bénévoles dans cette association. Donc moi, je suis Patricia Pigeon, je suis la présidente 2025 et il faut savoir que cette fédération donc repose sur une quinzaine de membres au sein du conseil d'administration. Et donc, ces parents sont répartis un peu partout en France. Donc, on a une partie nord, une partie sud et on a des représentants locaux. Donc, en fonction de là où vous venez, je vous invite à prendre contact avec eux et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin de leurs coordonnées. On a donc une représentante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Occitanie, dans les Pays de la Loire et région PACA. Voilà. Et je les remercie infiniment pour leur investissement pour les enfants et les parents d'enfants atteints de micro-scie. Et simplement, je voulais vous rappeler les 5 rôles fondamentaux de la fédération. Donc en premier, donc c'est accueillir et soutenir les enfants et les familles qui sont concernés par la micro-scie et l'atrésie de l'oreille. Ensuite, informer les familles et les professionnels de santé sur cette pathologie et les différentes solutions techniques qui existent. Ensuite, importer les meilleures techniques qui existent, soit en France, soit un peu partout dans le monde, et essayer d'actualiser donc nos connaissances dans le domaine de la micro-scie. Enfin, soutenir et concourir à la recherche médicale et développer des outils et coordonner des actions de communication pour faire connaître l'aplasie et la micro-scie de l'oreille. Voilà.
Donc, je vous invite à rejoindre la fédération, non pas pour collecter des fonds, mais surtout pour qu'on ait un maximum de personnes qui soient membres et qui représentent, on va dire, les personnes concernées. Il faut savoir qu'on est affilié au Centre Malo, donc tout ce qui est filière maladies rares. Et donc, on est en partenariat avec l'hôpital Necker notamment. Et on est voilà l'association référente dans tout ce qui concerne la trésie microcie. Et plus on est nombreux, plus on a un impact au niveau des pouvoirs publics. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole donc à Docteur Delso et Madame Goumar. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci. Je vous laisse prendre la main du coup. Alors, on va essayer de partager. Affichage. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on y reviendra à la fin du webinaire. Alors, je repartage juste le bon écran parce qu'on jongle avec 3 écrans. Hop. Donc, l'écran complet, tout que fait mettre en complet. Voilà. Hop, celui-ci est partagé. Est-ce que vous voyez du coup à l'écran le Oui, webinaire? oui, c'est parfait, Bon, merci. parfait. Très bien. Merci. Alors, ça va être un petit peu indigeste au début. Après, on va un petit peu entrer dans le concret des aides qu'on peut vous proposer, mais on a souhaité commencer par un petit peu nous présenter qu'est-ce que c'est que la MDPH et quelles aides quelles prestations on peut accorder. Hop, alors attends, je me suis trompée. J'y arrive pas. Voilà. Alors, nos missions. Les MDPH ont été créés par la loi du 11 février 2005. Il y a une DPH par département. Donc nous, ici, nous sommes à la MDPH de Paris. Les organisations sont peuvent être un petit peu différentes, mais en tout cas, on a les mêmes missions et grosso modo, les mêmes grosses organisations derrière. La MDPH qui est compétente, c'est celle du lieu d'habitation de la personne qui dépose son dossier. La MDPH ne finance pas les prestations, met en œuvre les accompagnements et déclenche la mise en œuvre des prestations. Donc la loi du 11 février 2005, c'est là où on peut trouver la première définition du handicap dans la législation. Donc je vous la laisserai lire, enfin, je pense que vous la connaissez, hein, constitue un handicap toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans l'environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'où nos plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques ou d'un polyhandicap ou d'une trouble de santé invalidant. Et cette loi pose les bases de l'accessibilité et du droit à la compensation. Donc, en fait, plus la société va être accessible et moins on aura besoin de compensation. Donc, les missions, c'est informer, accueillir, instruire les dossiers, évaluer les demandes, prendre des décisions, assurer le suivi de ces décisions. Ça, c'est pas toujours facile. On prend énormément de décisions et puis on n'est pas, il n'y a pas de moyen de coercition, par exemple, pour les suivis des décisions. Si on propose une admission dans un établissement médico-social, et ben, vous savez que c'est toujours le directeur qui est responsable des admissions et on n'a pas de moyen de forcer l'admission. Donc voilà, le suivi, il est ce qu'il est, mais en tout cas, il existe. Et puis, des missions de médiation et de conciliation.
Alors, dans les équipes pluridisciplinaires qui font les évaluations, on a plusieurs types de professionnels. Il y a des médecins, des infirmiers, des ergothérapeutes, des psychologues, des assistants sociaux, des enseignants spécialisés, des référents de parcours, toutes sortes de professionnels. Il y a des proportions différentes dans chaque MDPH. Nous, à la MDPH de Paris, on a la chance d'avoir une grosse équipe médicale. Ce n'est pas le cas partout. Mais enfin, bon, voilà, on a cette chance-là. Et puis, l'instance décisionnaire, c'est la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées. Et elle est constituée d'institutions comme la CAF, la CNAM, il y a des représentants d'associations, des représentants syndicaux. Voilà, c'est à l'origine, puisque en fait, les MDPH viennent de la fusion, si on peut dire, des anciennes CDES qui concernaient les enfants et des Cotorep qui concernaient les adultes. Alors, les missions, enfin, qu'est-ce que c'est que déposer un dossier à la MDPH? Donc, au moment du dépôt de la demande, on va étudier la recevabilité, parce qu'il y a des pièces administratives, donc on va voir juste après, à apporter au moment du dépôt de dossier. Après, il y a un enregistrement des demandes qui ont été cochées, demandées, une évaluation par, en général, une équipe pluridisciplinaire d'évaluation, l'évaluation des demandes, et on formule des propositions sous forme de prestations aux besoins qui ont été identifiés. La CDAPH l'évalue ou pas et ensuite rend une décision sous forme de notification. Et il y a des voies de recours. Alors, la première voie du recours, c'est auprès de la MDPH par le recours administratif préalable obligatoire, le RAPO. Et puis après, une fois passé ce RAPO, si la personne n'est toujours pas satisfaite de la décision, elle peut aller au tribunal judiciaire, au niveau du pôle social du tribunal judiciaire, pour ce qui est des demandes des prestations financières, au tribunal administratif pour les autres demandes, et il y a des cours d'appel à chaque fois qui correspondent. Voilà l'éventail un peu des prestations qu'on peut proposer pour les enfants et pour les adultes. Voilà, je pense qu'il manque juste la RQTH pour les enfants, puisqu'on peut l'accorder à partir de 16 ans. Mais là, ça ne rentrait plus dans notre tableau. Alors, on ne va pas tous les voir ce soir, sinon on ne sortira pas dans une heure. On va balayer un petit peu quand même. Donc voilà, juste un rappel, la MDPH préconise les compensations et ne les finance pas. Par exemple, pour avoir une AESH, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, on ne voit pas la souris, bon, ce n'est pas très grave. Pour avoir la mise en œuvre d'une AESH dépend de l'Éducation nationale. C'est la CAF qui paye les AH et les AEH. C'est l'imprimerie nationale qui fabrique les cartes de mobilité inclusion. Voilà, et puis bon, sur le côté, on vous a mis un petit peu la somme des partenaires. Ça concerne essentiellement Paris, mais sur d'autres départements, ça sera la même chose, hein. La CNSA, l'ARS départementale, la CAF, l'assurance maladie, etc. Alors, comment et pourquoi constituer un dossier? Alors, pour déposer une demande, on a maintenant la possibilité de déposer par voie dématérialisée. Donc, chaque MDPH a un portail géré par la CNSA. La CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, qui chapeaute un peu, si vous voulez, les MDPH et qui surtout nous veille à une harmonisation sur tout le territoire. Et donc, la CNSA a ouvert des portails en ligne pour chaque MDPH. On peut aussi naturellement encore déposer, heureusement, son dossier par papier, par envoi postal ou en se déplaçant directement à la MDPH. Ce qu'il ne faut pas, c'est déposer les deux en même temps, puisqu'en fait, ça va faire des doublons. Et nous, on va être obligé d'enregistrer chaque demande 2 fois et pour une d'elles, à chaque fois, vous dire, bah non, en fait, vous avez déjà déposé une demande identique à la veille, par exemple, et donc cette demande va être clôturée. Donc, vous allez avoir une somme de décisions, de notifications qui ne sert à rien. Alors, pourquoi constituer un dossier? Ben, pour demander l'ouverture de droit à des aides financières, à des aménagements de poste de travail, une formation adaptée, à un accompagnement d'un enfant pour sa scolarisation, du matériel adapté pédagogique, des cartes de priorité,
Donc les CMI, c'est priorité, invalidité au stationnement ou des orientations vers des établissements médico-sociaux. Les pièces constitutives, donc les pièces obligatoires, c'est le certificat de demande, le formulaire certificatisé de demande là, que vous avez sur l'écran, le certificat médical qu'on va voir juste après, une pièce d'identité. S'il s'agit d'un enfant, il faudra également la pièce d'identité d'un des deux parents et un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois. Voilà, je crois que c'est tout. Et pour les majeurs protégés, il faut bien sûr le jugement de mesures de protection. Les documents médicaux, donc le document obligatoire, c'est le certificat médical CERFA que vous voyez à l'écran qui contient, ça m'échappe, je crois que c'est 20 pages. Nous, c'est la demande qui contient 20 pages et le certificat, il contient 8 pages. Et puis, pour les personnes qui ont une déficience auditive, il existe le volet 1, donc avec un recto verso, qui va nous aider, parce que vous allez le voir tout à l'heure, en fait, toutes les indications nécessaires à l'évaluation précise du taux d'incapacité en particulier vont être portées sur le volet 1. Et puis, donc, le volet 1 n'existe pas indépendamment du certificat médical. C'est un ajout au certificat médical. Vous devez apporter les 2 pièces. Ce qui est attendu, eh bien, on espère avoir toutes les informations utiles pour enregistrer, évaluer et proposer les droits. Le formulaire permet d'exprimer les attentes et les besoins. Alors, il n'est pas toujours facile à remplir parce qu'il y a une partie attentes et besoins, une partie où on peut cocher des cases. Si vous ne savez pas trop à quoi vous avez droit, vous pouvez ne rien cocher et simplement exprimer des besoins. Et on appelle ça la demande générique et qui nous permet en fait à l'équipe d'évaluation de proposer toutes les prestations auxquelles vous avez droit, même celles que vous n'avez pas demandées. Plus vous expliquez la situation, les difficultés dans le quotidien et les retentissements de vos difficultés dans votre quotidien, dans la scolarité, dans la vie professionnelle, plus on aura d'informations qui vont pouvoir nous aider à vous apporter des réponses adaptées. Tous les documents que vous jugez utiles pour expliquer votre situation, vous pouvez les joindre. Vous pouvez éviter les bilans biologiques qui, en général, n'apportent pas grand-chose, mais si vous les trouvez absolument parlantes, vous pouvez les joindre. Ces éléments, on va les tirer donc du formulaire de demande. Vous avez pu voir sûrement la page qu'on appelait auparavant le projet de vie, qui ne s'appelle plus comme ça, elle s'appelle simplement les besoins. Donc en fait, c'est une page libre hein, d'expression où vous pouvez expliquer vos difficultés. Si vous ne savez pas ce à quoi vous avez droit, vous pouvez nous expliquer, voilà, j'ai ça comme projet, j'ai un projet d'études dans le supérieur et j'ai besoin de telle et telle aide. Vous pouvez ajouter tant de papier libre qu'il est nécessaire. Si vous avez besoin d'une aide à l'insertion professionnelle, il nous est utile que vous puissiez remplir la page D. Donc, c'est le projet professionnel, hein, c'est tout ce qui concerne le professionnel. Et s'il s'agit d'un enfant, donc c'est un petit peu caché dans tous les besoins et attentes des premières pages au niveau du volet B, parce que c'est par couleur. Je pense que vous avez déjà feuilleté un formulaire, il y a différentes couleurs, et le volet B concerne les besoins et les attentes. Et en page 6, dans cette partie-là, c'est un petit peu caché, mais c'est là où on peut écrire, voilà, j'ai dû cesser ou réduire mon activité professionnelle et j'ai tel frais, tel frais, tel frais pour mon enfant. Et puis en volet F, en tout dernier, il y a des volets à l'attention des aidants. Il peut être réduit, il peut être rempli par chaque aidant, c'est-à-dire chaque aidant peut remplir un volet F. On peut avoir, par exemple, si chaque parent veut s'exprimer, on peut avoir autant de volets F que nécessaire. Et puis, dans le certificat médical, on va essayer de récupérer toutes les informations qui sera nécessaire pour pouvoir identifier les besoins, les retentissements dans le quotidien de la personne.
Donc l'ancienneté des troubles, le pronostic, les signes classiquement rencontrés. Par exemple, si on nous met que la pathologie, nous, on va déduire, voilà, d'habitude, dans cette pathologie, on rencontre tel trouble, il y a tel pronostic, habituellement, il y a tel signe clinique et des gènes fonctionnels associés. Alors, il y a aussi un petit endroit pour décrire l'état clinique actuel qu'on apprécie et qui peut être rempli par le médecin en indiquant, bah, oui, c'est vrai que d'habitude, dans cette pathologie, on rencontre tel et tel gène, mais là, en plus, il y a tel gène. Et puis, il y a un chapitre aussi pour indiquer les traitements, c'est toujours intéressant. Par exemple, pour des personnes qui ont des douleurs, bah, c'est intéressant de savoir si les douleurs, elles sont là régulièrement sous traitement, ou bien si avec un traitement, mais très conséquent, alors il y a moins de douleurs. C'est intéressant aussi. Il y a un retentissement fonctionnel qui est assez difficile à remplir, que les médecins n'aiment pas remplir habituellement, parce qu'en fait, c'est des coches avec des codes A, B, C, D. En fait, grosso modo, les coches A et B, c'est la personne peut faire soit très facilement, soit en mettant plus de temps et en ayant des douleurs, mais en tout cas, elle fait seule. Et puis les coches C et D, c'est plutôt les personnes qui sont aidées par une tierce personne. Alors, l'audiogramme aussi, il va nous le falloir, vous allez voir tout à l'heure. C'est le verso du volet qu'on a vu tout à l'heure, le volet 1. Donc, il y a un audiogramme pour chaque oreille, l'audiogramme tonal qui est tout en haut de la page, et l'audiogramme vocal qui est aussi intéressant, qui est là juste au milieu de la page. Et on aura quelques conséquences sur le plan du langage, c'est important chez les enfants, comme vous le savez. Et, donc, on est toujours friand de toujours plus d'informations. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on va s'attacher à déterminer un taux d'incapacité parce que la plupart des prestations sont corrélées à un taux d'incapacité. Donc, quand le dossier arrive au niveau de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, on va quand même s'attacher à identifier qu'on est bien en situation de handicap au sens de la loi de 2005 parce qu'on a toutes sortes de demandes en fait. Voilà, ça paraît évident, mais en fait, il y a des personnes qui nous font des dossiers pour toutes sortes de demandes. Par exemple, on peut avoir des dossiers pour des personnes qui ont une hypothyroïdie, qui ont une altération donc substantielle et durable d'une fonction physique, et puis qui vont, enfin endocrinienne en l'occurrence, qui vont avoir un traitement à prendre par la bouche le matin ou le soir, et il n'y aura pas forcément de limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie sociale. Moi, avec mon traitement pour la thyroïde, je peux travailler le matin, je peux conduire mes enfants à l'école, je peux sortir au restaurant avec les amis, voilà, je peux avoir une activité comme tout un chacun. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de situation de handicap pour cette personne. Et puis durable, ça veut dire au moins 1 an pour nos prestations, parce qu'on ne peut pas donner de prestations de moins d'1 an. Donc durable, eh ben, on a par exemple des personnes qui ont un accident avec une fracture qui va immobiliser le bras près du corps pendant 4 à 6 semaines. Bah là, ça ne va pas être durable, hein. C'est une immobilisation temporaire et on pense que même avec 6 semaines d'immobilisation et une rééducation par derrière, on aura quand même un rétablissement après. Donc là, on ne rentre pas non plus dans le champ du handicap. Après, ça n'empêche pas que parfois il y a des séquelles et que parfois on peut quand même déposer un dossier parce que la mobilité ne revient pas comme elle était auparavant. Alors, on va estimer le taux d'incapacité à l'aide du guide barème. Donc, le guide barème, c'est un texte hein, qui est issu je vais pas trouver, du CASF, du Code de l'action sociale et des familles. Voilà, merci. Et donc, il va déterminer 3 fourchettes de taux d'incapacité, parce qu'on ne met pas de chiffres, hein, vous n'avez pas 12% ou 75%. Donc, c'est des fourchettes de taux. Pour une incapacité légère, vous aurez un taux inférieur à 50%. Une incapacité importante, c'est-à-dire que vous avez des troubles importants qui entraînent une gêne notable dans la vie sociale de la personne. C'est les termes du guide barème.
mais l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, alors le taux sera supérieur ou égal à 50%, mais inférieur à 80%. Et pour une incapacité sévère ou majeure, alors le taux est supérieur ou égal à 80%. Et là, ça veut dire qu'on a des troubles graves avec une entrave majeure dans la vie quotidienne et une atteinte de l'autonomie individuelle. Donc, si vous voulez, dans la diapositive actuellement, si vous êtes hors diapositive, vous êtes hors champ du handicap. Dans le blanc, vous avez un taux inférieur à 50%. Dans le vert clair, vous avez un taux supérieur ou égal à 50%, mais inférieur à 80%. Et dans le vert petit point au milieu, vous avez un taux supérieur ou égal à 80%. Pour déficience auditive, le guide barème est précis. Il nous demande de calculer le taux d'incapacité avec un calcul de la perte moyenne en décibels qui prend pour base l'audiogramme tonal sur les fréquences de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. On fait une moyenne, on ajoute les pertes et on fait une moyenne. Comme là, vous avez un petit schéma qui vous le montre. Et ensuite, on fait, grâce au tableau à double entrée, on va chercher le taux que ça indique. Par exemple, là, si vous avez moins de 20 décibels de perte sur une oreille, mais une cophose, par exemple, sur l'autre oreille, le taux sera entouré en rouge ici à 20%. Un petit point sur les déficiences esthétiques. Donc, les déficiences esthétiques ne sont pas très bien payées, si je puis dire, dans le guide barème. Hein. Pour avoir, par exemple, si pour avoir un taux à 80%, en fait, alors, je suis désolée, je ne reconnais pas ce que j'ai écrit, mais c'est pas très grave. Je pense que je vous ai pas mis la bonne, mais je vous le remettrai dans l'autre. En fait, pour avoir un taux supérieur à 80%, il faut que les déficiences esthétiques interdisent, entre guillemets, c'est le terme du guide barème, interdisent toute relation sociale. Voilà. Et puis pour une déficience qui n'implique pas, qui n'empêche pas les mimiques du visage, c'est inférieur à 50%. Je vous remettrai la bonne, là, je suis désolée, je me suis trompée de page. Alors, les droits et les prestations pour les enfants, on a fait un focus sur les enfants. On pourra répondre à vos questions sur les adultes s'il y en a. Donc, nous ouvrons des droits et c'est la CAF qui paye l'AEH et les compléments. Pour la MDPH, l'enfant, c'est jusqu'aux 20 ans. Hein. Et ensuite, à partir de 20 ans, on passe sur les prestations adultes. Donc, si on a un taux inférieur à 50%, alors on n'a pas droit à des prestations financières. Mais sur certaines conditions, qu'on va voir juste après, on aura droit à une CMI mention stationnement ou une CMI mention priorité, ou les deux. Ce n'est pas exclusif. Si le taux est supérieur ou égal à 80%, alors de droit, on aura une CMI mention invalidité et sous certaines conditions, une sous-mention besoin d'accompagnement ou une sous-mention cécité. De droit, on aura une AEH, une allocation enfant handicapé. Je vous ai mis le montant actuel. Et sous certaines conditions, des compléments de 1 à 6 et ou une CMI stationnement. Et si le taux est supérieur ou égal à 50%, mais inférieur à 80%, alors il y aura droit à une AEH s'il y a des besoins éducatifs ou un suivi hospitalier en cours. Et sous certaines conditions, un complément de 1 à 6, alors ce n'est pas des compléments, hein, c'est un complément de 1 à 6 et ou une CMI stationnement. Donc, quelles sont ces conditions d'accès ? Donc, pour avoir une CMI mention priorité, il faut avoir une station debout reconnue comme pénible. Pour avoir une CMI mention invalidité, il faut que le taux d'incapacité soit supérieur ou égal à 80%. Pour avoir une CMI mention stationnement, il faut que l'autonomie de déplacement à pied soit réduite ou avoir besoin d'une aide humaine pour les déplacements à pied. Alors, je précise, hein, la mention stationnement,
c'est pas pour la voiture, c'est pour faciliter les déplacements entre l'endroit où vous garez la voiture et l'endroit où vous voulez aller. La CMI, pour avoir une CMI à validité avec une sous-mention besoin d'accompagnement, il faut être éligible à l'aide humaine, soit du point de vue de la PCH, soit du point de vue de l'APA, l'allocation personne âgée, ou une attribution d'un complément au moins de niveau 3. Et pour avoir une CMI à validité avec une sous-mention cécité, il faut que l'acuité visuelle du meilleur œil soit inférieure à 1/20. Pour avoir une AEH, donc on l'a vu tout à l'heure, et pour avoir un complément, on va tendre à compenser des dépenses liées au handicap de l'enfant, l'arrêt ou la réduction d'activité d'un des deux parents, ou bien la nécessité d'employer une tierce personne. Voilà. Donc là, vous avez les montants des compléments. Alors, je suis désolée, le schéma est un petit peu barbare. ETP, ça veut dire équivalent d'un temps parental. Et en fait, si vous avez un ETP 20%, ça veut dire que vous avez renoncé à 20% de votre temps de travail. Donc, vous ne pouvez travailler qu'à 80% du fait de la présence de l'enfant au domicile ou d'avoir à l'accompagner à des rééducations. Voilà. ETP 50%, c'est équivalent temps parental 50%. Un des deux parents a renoncé à son travail et ne peut travailler à une partie de son travail et ne peut travailler qu'à 50%. Les compléments d'AEH et la PCH ne sont pas cumulables. Donc ça, on va le revoir tout à l'heure. Mais on a aussi des prestations qui ne nécessitent pas de déterminer un taux d'incapacité. C'est le cas pour les RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est le cas pour avoir une orientation professionnelle dans le milieu protégé, par exemple. C'est le cas pour la PCH. Il y a un autre filtre, c'est un référentiel particulier pour la CMI stationnement, pour l'orientation vers un service ou un établissement médico-social et pour l'aménagement du parcours de scolarité. Un petit focus sur l'aménagement du parcours de scolarité, puisque c'est la même demande. Donc la partie E, c'est la partie où on peut cocher les demandes, où on connaît les demandes, on sait ce qu'on veut comme prestation. Et c'est une même demande pour demander un aménagement de scolarité ou bien un accompagnement par un service de soins à domicile, enfin un CESAD, ou bien une admission dans un institut médico-éducatif, par exemple. Donc, les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les CESAD et les CESAD Pro, maintenant, il y a de plus en plus de CESAD Pro qui vont orienter et accompagner les jeunes jusqu'à 25 ans vers un projet d'études supérieures ou professionnelles. Ils sont constitués d'équipes pluridisciplinaires et ils apportent un soutien spécialisé dans le lieu de vie, donc dans le lieu de scolarisation, parfois aussi à domicile. Et puis, il y a des services spécialisés pour l'inclusion des enfants sourds et malentendants qui s'appellent des CEFIS ou des SSEFS, donc services de soins à l'éducation familiale et à la scolarisation. Les projets personnalisés de scolarisation relèvent de la validation de la CDAPH. Juste avant, on va passer à la diapo d'après. Il y a des outils qu'on peut mettre en place auparavant. Donc, les projets d'accompagnement individualisés, les PAI, les PAP, les projets d'accompagnement personnalisés, ça c'est à la main de l'Éducation nationale. Et si ce n'est pas suffisant, on peut à ce moment-là faire un projet personnalisé de scolarisation, donc qui là sera à la main de la CDAPH, notamment lorsqu'il y a un besoin en aide humaine, parce que les autres dispositifs existants ne peuvent pas encore donner accès à l'aide humaine. Voilà. Il faut pour ça passer par un dossier MDPH. Donc, le projet personnalisé de scolarisation se base sur ce qu'on appelle un GEVASCO. C'est un extrait le GEVA, c'est un outil d'évaluation extrêmement copieux et dont est extrait le GEVASCO qui est juste
la partie de ce gros outil et qui concerne la scolarité et qui va être rempli au cours d'une équipe pluridisciplinaire, une équipe de suivi de scolarisation avec tous les intervenants pédagogiques, de soins, la famille, le jeune, le médecin santé scolaire, l'enseignant référent, tout le monde réuni au même endroit pour formaliser le projet et pour faire un état des lieux des acquis scolaires, des aides à apporter, et des points d'appui d'élèves aussi. Voilà. Et sur le base de ce document, donc du GEVASCO, on va venir élaborer un projet de scolarisation où on va préconiser des aménagements de temps scolaire, des adaptations de pédagogie, un accompagnement par une aide humaine, un prêt de matériel pédagogique, une orientation vers une unité d'appui ou une unité d'enseignement externalisée, etc. Hop. Alors, je vais passer la main à Madame Boumard pour la prestation de compensation du handicap. Alors, donc, concernant donc, la prestation de compensation du handicap, elle est versée par chaque département et elle contribue donc à couvrir différents besoins, donc, notamment les aides humaines, les aides techniques, les aménagements du logement et du véhicule, les surcoûts liés au transport, les charges exceptionnelles ou spécifiques, les aides animalières et depuis 2021, donc l'aide à la parentalité. Donc, l'ouverture du droit à la PCH est conditionnée par deux types de critères. Alors, le premier concerne le handicap. Donc, la personne qui sollicite la PCH doit présenter définitivement ou pour une durée prévisible d'au moins 1 an une difficulté absolue ou deux difficultés graves. On entend par difficulté absolue que l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et par difficulté grave, donc l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge qui ne serait pas en situation de handicap. Au niveau donc du second critère, donc au niveau administratif, alors pour un enfant, il faut qu'il soit éligible à l'attribution d'un complément de l'allocation enfant handicapé et pour un adulte, donc il doit présenter une éligibilité médicale qui doit être reconnue avant ses 60 ans. Alors, là, on a mis dérogation possible, mais on n'en a pas parlé. Toutes nos prestations sont attribuables sous. Vous avez vu, il y a beaucoup de textes de loi, etc., très réglementés, et il y a toujours des dérogations. Voilà. Là, on a fait le choix de vous parler que de la règle générale, sinon on va prendre trop de temps, mais naturellement, il y a beaucoup de dérogations, soit prévues par la loi, soit possibles parce que les propositions passent devant une commission avec des êtres humains. Voilà. Alors ensuite, donc, la prestation de compensation donc, se base sur 20 items différents pour évaluer les besoins. Donc, je vous laisse en prendre connaissance à l'écran, mais vous avez donc en gras principalement donc, ceux qui concernent l'évaluation donc, de l'aide humaine. Donc, on a maîtrisé son comportement, entreprendre des tâches multiples, se déplacer, se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, se déshabiller et prendre ses repas. Et l'évaluation donc, de l'autonomie se fait en comparaison avec les capacités d'un enfant du même âge. Et donc ensuite, concernant l'attribution de chaque élément de la PCH, on a un principe d'enveloppe virtuelle rechargeable sur des durées définies. Et lorsqu'il y a un reste à charge dans certaines situations, on peut solliciter donc, le Fonds départemental de compensation, qui est un dispositif d'aide financière complémentaire à la PCH, mais avec des spécificités bien précises pour chaque département. Alors ensuite, donc on va détailler un petit peu chaque élément de la PCH. Donc là, on est sur l'aide humaine, l'élément 1. Donc ici, dans le cas de la déficience auditive, il s'agit donc du forfait surdité. Pour pouvoir y prétendre, l'éligibilité comprend deux conditions d'attribution. La première est que la perte auditive moyenne bilatérale doit être supérieure à 70 décibels.
Et la seconde, avoir obligatoirement donc un besoin de recourir à un dispositif de communication adapté. Donc ça peut être la langue des signes française, ça peut être la LPC, donc la langue parlée complétée, ou bien que quelqu'un dans l'entourage, une personne de l'entourage aide au quotidien à la communication. Et cette éligibilité, donc, elle se base sur sur un audiogramme de moins de 6 mois réalisé donc, par un médecin ORL. Donc, soit sur le volet 1 qu'on a vu tout à l'heure, le médecin complète cet audiogramme, ou alors il peut fournir son propre audiogramme à lui dans le dossier. Et donc, le volet 1, il permet donc principalement de nous préciser quand même en général le mode de communication utilisé, les aides techniques de compensation qui sont mises en place et également les retentissements sur le langage. Au niveau de l'attribution donc, de l'aide humaine, donc c'est versé sous forme de forfait tous les mois à hauteur de 487 € mensuels qui vaut donc à 30 heures par mois. Alors ensuite, par rapport donc aux aides techniques, alors il faut savoir qu'on peut être éligible à la PCH aide technique et aux autres éléments de la PCH sans être obligatoirement éligible à l'aide humaine puisque les critères d'attribution sont différents. Donc là, on vous a mis la définition d'une aide technique par rapport au Code de l'action publique et des familles, qui indique bien donc, que le but est de compenser une limitation d'activité rencontrée par une par une personne en situation de handicap, mais qu'elle doit notamment donc, contribuer à répondre aux besoins spécifiques et assurer sa sécurité. Donc, il faut également que l'utilisation de cette aide technique soit fréquente ou régulière. On entend par fréquent donc, qui se produit souvent, couramment, de façon réitérée, et régulier, donc qui est soumis à un rythme constant qui n'est pas occasionnel. Alors ensuite, on vous a listé quelques-unes des aides techniques qui reviennent le plus fréquemment dans les dossiers qu'on reçoit. Donc, on retrouve bien évidemment les prothèses auditives, les réveils lumineux avec coussins vibrants, les flashs de porte, tout ce qui est émetteur acoustique de téléphone, d'interphone, les lampes flash de table, les radiorécepteurs portables vibrants, les téléphones avec amplificateur de son. Ensuite, concernant les téléphones portables, les SMS flasheurs, les détecteurs donc, de fumée, les flash secteurs, les casques reliés donc, pour la télé, les boucles magnétiques, les mini-microphones et les micro-HF, donc, dont on a souvent des demandes pour suivre les cours à l'école. Et donc, parmi donc, ces aides techniques, il peut y avoir différents financements et on va vous détailler brièvement comment se calcule en fait chaque prise en charge pour ces aides techniques. Donc, on va d'abord regarder si l'aide technique, elle a un code qu'on appelle LPPR. Donc, c'est la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale. Si ça n'est pas le cas, donc on va regarder si elle a un code ISO, qui est donc une organisation internationale de normalisation. Et si donc elle n'a ni l'un ni l'autre, on va voir si elle peut être prise en charge au titre de la PCH, donc à hauteur de 75% de son prix d'achat. Alors, on vous a mis des petits schémas. Donc là, en l'occurrence, c'est l'arbre décisionnel réglementaire. Donc la première chose qu'on regarde, c'est s'il y a un code LPPR. Et donc pour cette aide technique, donc si oui, du coup, est-ce que ce code est repris dans l'arrêté des tarifs de la PCH? Si oui, du coup, on applique le calcul de tarification. Donc on doit déduire systématiquement la prise en charge de la sécurité sociale du montant de la PCH. Et donc, si par contre, on n'a pas de code LPPR, dans ces cas-là, il y aura un rejet de cette aide technique. C'est deux dire pour un. Ouais. Ah, Ouais. voilà, c'est celle-là. On vous a mis un petit exemple. Alors là, par exemple, donc pour un appareil auditif pour les moins de 20 ans, on a un montant de la sécurité sociale qui est de 1 400 €, mais le tarif de la PCH est également à 1 400 €. Donc, comme on doit déduire le tarif de la Sécu du montant de la PCH, là, en l'occurrence, pour ce type d'aide, la PCH proposera un montant qui sera égal à 0 €. Par contre, donc, le fonds de compensation, comme on disait tout à l'heure, peut intervenir pour financer le reste à charge si sur ce type de matériel, il y a un reste à charge. Alors, sur le même principe, donc s'il n'y a pas de code LPPR, on va regarder du coup s'il y a un code ISO cette fois-ci. Donc, s'il y en a un, eh bien, on applique le tarif qui est repris dans l'arrêté. Et s'il n'y en a pas,
pareil que pour le code LPPR, le code Sécu, donc on rejette l'aide technique. Donc là, on a mis également un petit exemple. Donc on a une boucle magnétique qui revient très souvent quand même dans les dossiers. Le tarif est de 150 €. Donc du coup, nous pourrons prendre cette aide technique jusqu'à 150 €. Si le devis dépasse ce montant, il pourra donc y avoir recours au fonds de compensation également pour financer le reste de ce matériel. Et alors, donc là, dans ce grand schéma, donc, dès qu'il n'y a pas de code Sécu ni de code ISO, là, du coup, le code de l'action sociale et des familles prévoit de prendre donc à hauteur de 75% les équipements d'utilisation courante apportant une facilité d'usage, ainsi que les coûts liés à une adaptation spécifique ou bien un surcoût par rapport à un équipement de base classique. Alors pour résumer donc ce grand schéma, on va prendre 3 exemples. Donc là, vous avez sur la gauche de l'écran, le premier exemple. Alors on va utiliser là l'exemple d'un flash de sonnette de porte. Donc il s'agit d'une aide technique spécifiquement conçue donc pour compenser le handicap, hein, puisque, le flash va compenser la sonnerie. Donc dans ce cas, la prise en charge est de 75% du prix du devis. Dans le second cas, sur la droite, on va prendre l'exemple d'un ordinateur portable. Et il s'agit donc là d'un bien d'utilisation courante, puisque une personne qui ne serait pas en situation de handicap pourrait l'utiliser de la même façon qu'une personne, par exemple, déficiente auditive. Donc là, par conséquent, il n'y a pas de surcoût lié au matériel utilisé. Par contre, si on y ajoute donc là un logiciel de communication, dans ce cas-là, on peut prendre 75% du surcoût lié au logiciel qu'on va mettre sur cet ordinateur. Et donc ensuite, au milieu, vous avez donc le troisième exemple. Alors là, on a pris un exemple en dehors du handicap donc auditif. Là, on parle d'handicap visuel. Donc, on prend l'exemple d'un pèse-personne classique pour lequel on mettrait une adaptation spécifique d'une synthèse vocale qui permettrait du coup à la personne déficiente visuelle de pouvoir avoir son poids qui serait lu donc à haute voix. Là, dans ce cas-là, on adapte donc le pèse-personne classique et dans ces cas-là, on peut prendre pareil 75% de cette adaptation. Alors ensuite, on va vous parler donc des éléments 4 et 3, donc qui sont donc l'élément 4, donc ce sont les charges spécifiques ou exceptionnelles. Donc pour les charges exceptionnelles, ce sont des dépenses qui reviennent régulièrement, au moins de façon mensuelle. Le montant attribuable par mois est de 100 € maximum. Donc dedans, généralement, on y retrouve les forfaits piles pour les prothèses auditives. On y retrouve également les assurances pour les implants cochléaires qui peuvent être pris en charge à hauteur de 75%, à savoir que donc la PCH n'intervient pas sur le financement des implants cochléaires puisqu'il s'agit donc de dispositifs médicaux et on n'intervient pas donc pour ce type de demande. On peut prendre uniquement les assurances. Et ensuite, on a donc les applications de communication, donc en général le plus souvent Ava ou Roger Voice. Donc ça, pareil, on peut prendre en charge à hauteur de 75%. Et ensuite, donc concernant les charges exceptionnelles, donc ce sont des dépenses qui sont ponctuelles. On a souvent des demandes pour des embouts d'appareillage auditif, pour les déshumidificateurs de prothèses, les draps UV, et pour tout ce qui est donc formation langue des signes. Donc on peut aussi bien financer une formation langue des signes pour un enfant que pour sa famille s'il y a un besoin donc d'apprendre la LSF pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Et enfin, donc l'élément 3, les surcoûts liés aux frais de transport. Donc on peut financer les transports réguliers ou fréquents pour les loisirs ou pour un départ en congé. La limite donc est de 10 000 € pour toute période de 10 ans et on finance donc à hauteur de 75% du surcoût, ce qui revient à 83,33 € par mois maximum. On a également donc les trajets domicile-établissement ou domicile-lieu de travail. Et là, dans ces cas-là, on a un financement de 200 € par mois. Alors, quand vous demandez une PCH, la MDPH va vous proposer un comparatif, de faire un choix en fait entre la PCH et le complément d'AEH. Ce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est pas cumulable. Sauf
Évidemment, il y a toujours, comme je vous ai dit, il y a toujours une exception. Donc là, sauf les surcoûts de transport, on peut avoir une AEH, un complément et un élément 3 de la PCH sur coût de transport. Alors, les compléments peuvent servir à financer des aides techniques. On n'est pas obligé d'opter tout de suite pour la PCH. Donc, s'il y a un reste à charge après le remboursement sécu et la prise en charge par les mutuelles, les aides techniques peuvent être financées par le complément. Également, les prises en charge en rééducation par des professionnels paramédicaux, sauf ceux qui sont remboursés par la Sécu. Donc, même si ce n'est pas complètement, par exemple, les séances d'orthophonie ne sont pas prises en charge par la MDPH, ni au titre des compléments, ni au titre de la PCH. La MDPH et les compléments n'interviennent pas pour compenser les dépenses liées au dépassement d'honoraires médicaux et n'interviennent pas non plus pour financer l'aide aux devoirs. Donc, quand la PCH est demandée pour un jeune de moins de 20 ans éligible à la prestation, la MDPH proposera un choix entre la PCH et le complément, même si c'est deux choses avec des philosophies, si on peut dire, complètement différentes. Eh ben, il faudra quand même se déterminer soit pour l'un, soit pour l'autre. Et puis, à partir de 20 ans, on n'a plus d'AEH, mais on peut toujours demander la PCH. Ah, voilà, on a fait le tour très rapidement. On en est désolé, mais c'est toujours très touffu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup. C'était complet. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure. Il y a une personne qui demande si la micro-scie peut faire partie d'un handicap. Enfin, Ah oui, bien sûr. Bien sûr, du moment qu'il y a un retentissement dans la vie quotidienne. De toute façon, moi je dis toujours, si vous ne savez pas, demandez-nous. Voilà, alors, comme je disais tout à l'heure, il faut non seulement qu'il y ait quelque chose de physique, mental, cognitif, etc., durable, mais il faut qu'il y ait un retentissement dans la vie quotidienne. La micro-scie, en général, un retentissement dans la vie quotidienne, même si c'est très léger, enfin une atrésie très léger du pavillon, il peut y avoir une acceptation qui n'est pas bonne, un retentissement esthétique. Alors même si c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas très bien payé, mais bon, il y a quand même, voilà, on peut avoir des retentissements. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de retentissement, bah, ne vous faites pas de dossier. Mais si vous trouvez qu'il y a un retentissement, demandez-nous et puis nous, on saura vous dire si on considère qu'il y a un retentissement léger, important ou très important. Voilà, mais oui, ça peut. merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main hein, sur le forum. Donc là, il y a une personne qui dit cependant à la MDPH d'Evry, ils m'ont répondu à ma demande que le taux d'incapacité est inférieur à 50%. Ouais. Oui, tout à fait. Comme on a vu tout à l'heure, s'il y a une cophose complète d'une seule oreille et que l'autre oreille n'a pas d'atteinte, vous aurez un taux à 20%. Et 20%, c'est inférieur à 50. Après, les taux ne sont pas cumulatifs. Donc, même s'il y a une déficience esthétique, même il peut y avoir aussi un retentissement psychologique, et parfois, on n'atteint pas les 50%. Et dans ce cas-là, effectivement, on va vous répondre, mais votre taux est inférieur à 50, vous n'aurez pas droit à une prestation financière, vous n'aurez peut-être pas droit à une carte station debout pénible, parce que la station debout n'est pas forcément pénible. Et avant 16 ans, il n'y aura pas de RQTH de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc effectivement, il y aura peut-être zéro prestation de proposer. Voilà. Après, il faut voir avec l'école s'il y a une difficulté ou pas, mais il y a des enfants qui ont voilà, une audition d'une seule oreille et qui n'ont pas de difficulté à l'école, hein. Donc oui, vous aurez parfois alors c'est pas des rejets, c'est juste on n'a pas de prestation à vous proposer. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Caroline, qui a une question. Alors, oui, Caroline, vous pouvez poser votre question. Pardon, Oui. pardon.
Oui, bonjour à tous. Je suis la maman d'une petite fille âgée de 8 ans qui a atteint donc l'aplasie majeure de l'oreille droite. Quand elle avait 1 an, on a déposé un dossier à la MDPH où un taux d'incapacité supérieur à 80% a été reconnu. Et nous avions à ce moment-là perçu l'AEH et le complément AEH de niveau 4 pendant quelques mois, qui nous a permis de financer son appareil auditif. Et à l'issue de la notification, on a redéposé un dossier où là, le taux était entre 50 et 70%. Donc, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que le taux est apprécié en fonction de l'appareillage ou qui doit être fourni à l'enfant? Je ne comprends pas en fait ce changement de taux entre deux dossiers en fait. Alors, je pense que le premier dossier, il n'a peut-être pas été. Enfin, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais bon, je vais vous expliquer comment ils ont fait. En fait, avant l'âge de 3 ans, les audogrammes sont peu fiables. Parce que les audogrammes tonaux, enfin, je sais pas, tonal, tonaux, je ne sais pas comment on dit. Enfin, les audogrammes au niveau de. Enfin, quand c'est juste des sons, ne sont pas vraiment fiables avant 3 ans. Donc, quand on a un dossier en général d'un jeune de moins de 3 ans, avec une surdité, on va mettre un taux à 80%. C'est le guide barème qui nous indique de faire ça, parce qu'il va y avoir des implications, des retentissements sur l'acquisition du langage, etc. Là, il s'agissait d'une surdité, mais unilatérale. Donc, je Tout pense à fait. que le taux à 80%, voilà, il était il était un peu glissant pour moi. Voilà, je ne trouve pas le terme, mais bon, voilà. Peut-être que la personne qui a vu le dossier a juste vu surdité, moins de 3 ans, je mets un taux à 80, ça me paraît normal. Et quand vous avez fait le renouvellement, alors la personne elle a vu que la surdité ne touchait qu'une seule oreille. Et à ce moment-là, le taux ne peut pas être à 80%, comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique. Bon. Alors après, D'accord. comme je vous disais, il y a toujours des exceptions. Alors là, c'était pas moins de 50 parce que peut-être que l'acquisition du langage était un peu impactée, qu'il y avait des séances d'orthophonie, etc. Et donc à ce moment-là, on peut adapter le taux à ce qui se passe à l'intérieur de la famille et le retentissement dans la famille, en fait. Voilà. D'accord, c'est en aucun cas lié par rapport à l'appareillage qui était à financer à ce moment-là. C'est plus lié à l'âge de l'enfant et ce que vous venez d'expliquer. Ok, Voilà. eh ben, c'est très clair, merci. Merci. Alors, je vais donner la parole du coup à Alexandre. Oui, Alexandre? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez poser votre question. Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, tac, tac, tac. Donc là, je vais autoriser. Alors, Alexandre n'est pas là. Monsieur Grégorio. Bon, tant pis. Et du coup, je vais laisser la parole à Charlotte Dubois. Alors, Charlotte, j'ai autorisé votre micro. Ah, oui, bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Si. Oui, Et voilà, mais moi pareil, je suis la maman d'un petit Roméo atteint d'aplasie qui a 3 ans et demi. Bon, du coup, ça fait du bien d'échanger parce que moi, à l'inverse, les premiers temps, même le médecin traitant m'a dit qu'il était comme tout le monde, hein, donc du coup, pas de handicap ni rien. Donc, quand j'entends d'autres mamans qui ont pu monter leur dossier MDPH, et ben voilà. En fait, moi, j'aurais voulu savoir, voilà, je commence à faire le nécessaire, j'ai vu l'ORL, on a commencé à avancer sur le dossier, mais comme il a que 3 ans et demi, voilà, au niveau de la scolarité, forcément, il a un retard. Enfin, il a un gros retard quand même de langage, voilà, il prononce que quelques mots, mais on n'a pas encore beaucoup de recul avec la scolarité. Donc, est-ce qu'après, si justement ces troubles s'accentuent, on va dire, par rapport à l'évolution de l'âge, est-ce qu'après, il faut refaire un recours à la MDPH pour réétudier un taux d'handicap ou des choses comme ça? Alors le taux, il ne va pas forcément changer puisqu'il va être surtout
liées, vous avez vu, au niveau sensoriel, en fait, on est contraint par les tableaux du guide barème. Donc, le retentissement scolaire, il va peu changer, il va pas amener à changer le taux. Par contre, s'il y a des aménagements à faire, ça peut valoir le coup si les enseignants dans l'école ont du mal à mettre en place des process pour que votre enfant soit au premier rang ou au moins placé du bon côté de la classe. Et puis qu'on lui explique du bon côté aussi quand il ramenait son attention, etc. Ça peut être utile de faire un PPS. Maintenant, il y a, en maternelle, on peut encore se permettre euh, d'aménager pardon, les enseignements, d'amener à des acquis sans monter de dossier MDPH. Ça n'empêche pas d'en monter un, hein, de toute façon. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres, voilà, parler avec la maîtresse. On peut convoquer une équipe de scolarisation avant l'entrée en maternelle. Il y a des équipes qui peuvent se monter quand il est accueilli en crèche, par exemple, etc. Bon, ça peut se faire avant l'entrée en maternelle. Si vous trouvez que, je sais pas, qui va être déstabilisé, que si c'est un enfant un peu, voilà, qu'il faut entourer, avec qui faut aller doucement, bah, ça peut valoir le coup de convoquer de demander, puisque vous savez dans quelle école il va être, de demander à réunir l'équipe de scolarisation avant l'entrée. Oui, oui. Moi, dans mon cas, il est déjà scolarisé, mais bon, pareil, on m'a parlé de l'Arieda, et quand je demande, en fait, voilà, souvent, le problème, c'est qu'il faut une surdité bilatérale. Et quand c'est unilatéral, du coup, il entend de l'autre côté. Donc, du coup, même, vous voyez, pour pouvoir être suivi ou des choses comme ça, il rentre pas dans les bonnes cases d'handicap, quoi. Je pense que je dois peut-être pas être la seule, je sais pas, à avoir ces soucis. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, je vais prendre la parole pour une personne qui a une question. J'ai 32 ans avec une aplasie bilatérale supérieure à 70%, et la MDPH des Alpes-Maritimes ne me reconnaît qu'un statut RQTH. Les prothèses non reconnues sécurité sociale sont totalement à ma charge. Que puis-je faire? Euh, que pouvez-vous faire? Pour les protèges, je vais peut-être te laisser. Oui. Bah, en fait, donc, concernant les prothèses auditives, la prestation de compensation du handicap donc, ne peut attribuer une aide qu'à partir du moment où, en effet, il y a, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, donc un code LPPR, donc un remboursement par la sécurité sociale. S'il n'y a pas, si cette prothèse auditive n'est pas reconnue par la sécurité sociale avec un montant de remboursement, nous, on ne peut malheureusement pas intervenir. Par contre, moi, pour avoir eu le cas sur certains dossiers, certaines mutuelles, alors après, ça dépend évidemment des contrats de chacun, mais certaines mutuelles peuvent intervenir sur le financement de cet appareillage spécifique. Après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il n'y a que cet appareillage sans code Sécu qui peut vous convenir, ou bien est-ce qu'il y aurait potentiellement une autre aide technique, une autre prothèse auditive qui pourrait convenir quand même à vos besoins avec un code Sécu et donc une prise en charge PCH. Mais nous, en l'occurrence, voilà, on ne peut pas financer s'il n'y a pas de remboursement au titre de la sécurité sociale. Alors, merci. Je vais juste attendre la réponse de la personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Euh, Alors, la mutuelle, oui, mais sans prise en charge sécurité sociale, pas de remboursement et seules les prothèses non remboursées qui me conviennent. Ok, voilà. Ok. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué dans ces cas-là, oui, en effet, nous, on peut du coup pas intervenir sur ce type de matériel non plus. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Euh, tac, tac, tac. Alors, Dominique. Tac, tac. Dominique. Oui, allez-y, Dominique. Bonjour, je suis par contre un vieux monsieur de 80 ans et j'ai eu une micro-scie opérée et j'ai profité de plusieurs choses dont je voudrais faire état. Des choses positives, mais des choses négatives aussi. Positif, c'est que j'ai bien compris qu'il fallait que je me mette du bon côté vis-à-vis des professeurs pour essayer d'être à la bonne place, qui m'a permis de réussir une vie professionnelle riche. Et par contre, j'ai beaucoup souffert du côté psychologique. Et là, je crois que j'incite parents et aidants à avoir une oreille importante. Ça a été jusqu'à de la maltraitance, pas de mes parents, mais plutôt de mes congénères. Et donc là aussi, je souhaiterais que de ce côté-là, vous ayez au niveau de la MDPH une écoute sur ces problèmes psychologiques et de maltraitance. Voilà. Ok. Bah, effectivement, on est encore des humains qui évaluons les dossiers. Il faut en profiter. Donc, comme vous avez, effectivement, comme le dit monsieur, mais on l'avait abordé, hein, euh, chacun vit son handicap de façon différente. C'est pour ça qu'on s'attache à regarder les retentissements et pas que le diagnostic. Alors, pour je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Pour les déficiences sensorielles, on est contraint par les tableaux, hein, comme je vous ai montré pour celui de l'auditif avec le tableau à double entrée. Mais les retentissements ne sont pas, les taux ne sont pas cumulatifs, mais euh, il faut qu'on regarde toutes les facettes de la personne. Donc effectivement, le retentissement psychologique, je n'ai pas fait de diapo dessus, mais il existe, il est réel et parfois il est extrêmement présent. Dans ce cas-là, il faut qu'on puisse le comprendre. Ce qui est parfois évident, peut être évident pour vous quand vous déposez votre dossier, ben nous, on va peut-être pas le voir. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire des choses. Voilà. Et faut pas, on a des jeunes qui sont harcelés. Il faut nous l'écrire. On ne peut pas le deviner. Voilà. Si elle est prise en charge en psychothérapie, si le taux est supérieur à 50%, et on peut adapter le taux parce que euh, pour un certain temps, pour ne pas que le handicap soit enfin, comment dire, que le retentissement du handicap soit de façon pérenne assez important, on peut financer certaines prises en charge, notamment les prises en charge en psychothérapie. En psychothérapie, par un psychologue. Les psychothérapies par le médecin sont remboursées par la Sécu et donc là, on ne peut pas intervenir, ni par le complément, ni par la PCH. Mais les suivis psychologiques, on peut les prendre en charge. Voilà. Mais ça, il faut nous l'indiquer. Et que les parents n'hésitent pas à en parler à vous Exactement. ou autour d'eux, aux enfants, qu'ils aient l'oreille. Merci. Merci Dominique. Moi, je rebondis juste sur cette question. Dans le dossier MDPH, les parents peuvent indiquer avoir besoin d'une aide psychologique. À quel moment, si les parents cochent la croix qu'ils ont besoin d'une aide psychologique, comment intervient cette aide matériellement? C'est la MDPH qui prend contact avec la personne ou c'est, enfin, à quel moment c'est accepté en fait cette aide? Alors, l'aide psychologique, ce sera pour le jeune, hein, pas pour le parent. Et parce que le D'accord. parent aussi peut avoir besoin d'une aide psychologique pour l'acceptation aussi du handicap de l'enfant. Mais nous, on prend les frais liés à la personne handicapée. D'accord? Et donc, à ce moment-là,
Vous pouvez faire des devis, demander à un psychologue des devis de prise en charge et de faire, normalement, il y a un bilan hein, avant chaque prise en charge, on fait un bilan. Voilà, j'observe que l'enfant a des troubles anxieux et je pense que la prise en charge doit être de une année scolaire, par exemple. Et dans ce cas-là, mon devis est de temps. Voilà. Il faut un devis. Euh, Parce que comme vous avez vu, par exemple, pour le très moche tableau des compléments, en fait, il y a un montant des frais mensuels à atteindre. Je vais vous le remettre parce que en fait, je le pratique un peu tous les jours. Donc, voilà. Je ne sais pas si le partage est encore là. Oui, Très bien. Donc, on va y arriver. Hop, hop, hop. Voilà. Pour avoir droit à un complément de catégorie 1, il faut que les frais mensuels soient de plus de 266 € et quelques. C'est arrondi. Voilà, donc il est vrai, je vous dis que en fait, la MDPH peut prendre en charge. Ceci dit, la MDPH peut prendre en charge si les frais sont supérieurs à 266 €. Donc en fait, si vous avez une psychologue à raison d'une séance par semaine à 60 €, en fait, on ne va pas y arriver. Mais vous aurez au moins une AEH à 150 €. Hein. Alors, les financements qu'on propose compensent, mais en général ne compensent pas complètement. C'est comme la PCH, c'est une prestation très complexe pour y entrer, très complexe aussi à évaluer. Et après, elle apporte un beau nom, mais parfois elle ne compense pas complètement, comme on l'a vu pour monsieur avec ses appareillages. Voilà, on aide au financement parfois, et souvent c'est pas complet. Il y a souvent reste à charge. Très Et l'aide à bien. la parentalité, je veux juste dire un mot pour l'aide à la parentalité, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. L'aide à la parentalité, c'est le parent qui est en situation de handicap. D'accord? Et c'est jusqu'aux 7 ans de l'enfant, grosso modo. Hein. C'est très grossier ce que je vous dis. Mais c'est pour le parent en situation de handicap. C'est pas pour le parent qui a un enfant en situation de handicap. D'accord? Voilà. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que souvent, on vous demande de refaire un dossier, etc. Et c'est pas pour vous embêter. Alors, on sait que souvent, c'est vécu comme ça. C'est pas pour reprouver le handicap. C'est simplement parce que nous, on pense que soit la situation a changé, soit on a connaissance de prestations nouvelles, notamment dans l'emploi. En ce moment, ça bouge beaucoup. On a des dispositifs qui naissent un peu partout. Et en fait, parfois, on se dit, tiens, cette personne qui a maintenant 22 ans, pourrait peut-être avoir droit à pourrait rentrer dans ce dispositif parce que l'accès à l'emploi semble difficile. Et donc, on va peut-être vous redemander des pièces. Où est-ce que vous en êtes de ce côté-là? Redonnez-moi un certificat médical à jour. Voilà. Et aussi, chez les enfants, alors certes, le handicap, il reste le même, mais le retentissement, lui, ne peut pas être le même. Donc, des fois, on a des enfants qui déposent, enfin, des parents qui déposent un dossier à l'âge d'un an et demi d'enfant, par exemple, et puis 4 ans plus tard, on a une nouvelle demande, l'enfant a 5 ans. On nous dit certificat identique, enfin, certificat médical à l'identique. Alors oui, la pathologie, elle n'a sans doute pas bougé, mais l'enfant, j'espère qu'il a bougé. Parce qu'à 1 an, il parlait encore pas bien. Est-ce que le langage est acquis maintenant? Si on me dit à l'identique, soit je déduis que en fait, il a eu un développement tout à fait normal, et je suis peut-être à côté, soit je déduis qu'au contraire, il est resté comme il était à 1 an et demi, et là, j'aurais peut-être d'autres prestations que juste un taux à mettre. Voilà. Et donc, c'est pour ça que souvent, on va vous dire, j'aimerais bien un truc à jour, j'aimerais bien un document à jour. Voilà. Et tout, en fait, est très réglementé. Alors, comme je vous ai dit, on a quand même pas mal de dérogations. Et il ne faut pas hésiter à nous expliquer des choses parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, tiens, on est encore des humains à regarder ça. Peut-être que dans 25 ans, ce ne sera plus tout à fait le cas. Donc, il faut en profiter pour nous écrire quand vous trouvez qu'on a mal évalué. Ça nous arrive, hein, on ne voit pas tout des fois. Eh ben, vous faites un recours ou vous nous écrivez. Vous n'avez pas bien compris. Voilà mes difficultés.
Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Écoutez, je vous propose qu'on conclue sur ça. Encore merci beaucoup. Et puis merci à tous pour votre participation et vos questions. J'ai juste donc du coup un questionnaire de satisfaction à vous faire compléter si vous pouvez scanner ce QR code et puis compléter le questionnaire à des fins d'amélioration. Voilà. Et puis, écoutez, merci encore. J'espère que le webinaire vous a plu et que voilà, vous pourrez en parler auprès de vos contacts et puis partager l'information. Et juste avant de partager, je Oui. pense que vous aurez le PowerPoint, madame? Oui, Oui, alors juste avant, je voudrais juste corriger 2, 3 coquilles que j'ai oui, repérées et puis la diapo sur les déficiences esthétiques qui n'est pas la d'accord. bonne. Oui, Comme pas ça, de souci. je vous le renverrai complet. D'accord, très bien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, je suis très contente et voilà, je vous remercie énormément pour votre confiance aussi, docteur Delso et Madame Goumar. Merci, Merci à vous. merci. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au Merci, bonne revoir. soirée. Au Au revoir. Au revoir. revoir.